Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale et philosophe. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio JM. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre intervention ce dimanche 12 novembre au Théâtre des Halles d'Avignon à 14h, une intervention organisée par la communauté juive d'Avignon, l'association Bnaïm Brit d'Avignon Emet et le Fonds social juif unifié sur le thème de tolérance, religion et valeurs de la République, apport de la philosophie juive. Ce n'est pas fait exprès, mais cette thématique est pour le coup très ancrée dans l'actualité, Vincent Peillon. La tolérance, la religion, les valeurs de la République? Oui, bien sûr, elle l'est à tout moment, il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. Cette intervention résulte d'un travail que j'ai mené pendant plusieurs années, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Jérusalem n'est pas perdu, qui restitue un penseur juif français et un judaïsme français, très républicain en effet, du 19e siècle. Alors à tout moment, on peut évidemment faire des ponts entre la pensée dans la grande durée et puis les événements que nous vivons. Je crois qu'il faut faire attention, c'était pas l'objet, c'est un autre sujet. Ce qui est intéressant, ou ce qu'on essaye de comprendre, je le ferai à Montpellier la semaine suivante, c'est quelle est la particularité, si elle existe d'ailleurs, je crois moi qu'elle existe, du judaïsme français depuis la Révolution française. Quel a été le message d'un judaïsme français qui est assez mal connu en France même, qui est parfois un peu méprisé, sans doute totalement à tort, qui était un judaïsme beaucoup plus offensif, affirmatif de lui-même qu'on ne le pense, et qui portait un modèle politique. Vous savez que nous avons eu dans l'histoire française, dès la Révolution de 48, 2 ministres juifs. Nous avons eu des figures considérables, comme Léon Blum, Premier ministre en 1936. Aucun autre pays d'Europe n'a eu cette représentation de juifs engagés dans la République, mais qui en même temps, contrairement à ce qu'on a dit, ne cachait pas du tout le fait d'être juif et voyait même un lien entre les valeurs juives, ce qu'on a appelé la République des Hébreux, et les valeurs de la République française, à commencer par la devise liberté, égalité, fraternité, qui leur semblait être un enseignement de la pensée juive. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce thème, justement, Vincent Peillon? J'ai pas entendu votre question. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce thème, justement, de l'apport de la philosophie juive? Écoutez, c'est très curieux parce que, bon, moi je suis une famille juive, j'ai un parcours personnel que vous avez rappelé, y compris d'engagement dans la République, mais je n'avais pas dans mes champs de recherche comme philosophe cette spécialité, si vous voulez, de la question juive. Et je l'ai rencontré en travaillant sur ce qu'on appelle les Saint-Simoniens du XIXe siècle, toute une école qui va d'ailleurs entraîner la naissance du mouvement socialiste et républicain en France. Et en travaillant sur ces gens-là, je découvre qu'il y avait un personnage tout à fait énigmatique qui s'appelle Joseph Salvatore, qui a beaucoup compté, alors qui est très minoré, puisque même c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en France, même la communauté juive ne le connaît pas, alors qu'on connaît, si vous voulez, les grands penseurs allemands, Hermann Cohen et tant d'autres, Mendelssohn, etc. Nos propres penseurs, on ne les connaît pas. Alors pourquoi? Sans doute parce que c'est un esprit très original et très offensif qui, dès 1822, a écrit une loi de Moïse. Et je le découvre par un jeune chercheur qui était à l'époque beaucoup plus jeune que moi, un jeune historien français, qui avait fait un article tout à fait remarquable où il montrait que Joseph Salvatore avait tenu, imaginez-vous, que le procès de Jésus, la condamnation de Jésus était justifiée en fonction des lois juives. Donc c'est quelque chose de très offensif dans une histoire des institutions de Moïse qui avait créé une polémique évidemment considérable en 1828. Vous disiez, mais non, il y a d'abord Jésus était juif, ce qui est quand même une idée assez aujourd'hui commune, mais à l'époque pas très bien vue. Et ensuite, ce qui s'est passé relevait d'une normalité juridique. Donc c'était un scandale considérable. Je me suis dit, mais qui est ce monsieur? Et je suis allé voir. Et donc j'ai travaillé 4-5 ans de recherche sur ce judaïsme français. Alors, pour bien préciser les choses, je crois que ça intéressera nos auditeurs parce qu'ils le vivent. J'étais aussi très, malheureux d'une certaine idée du judaïsme français, vous savez, qui est mal vue d'une certaine façon, en ce sens que on considère que les juifs français de longue date, donc au moment de l'affaire Dreyfus, avant, sont des juifs un peu qui rasaient les murs, qui avaient honte d'être juifs. Et moi, je viens d'une famille qui est très anciennement une famille de juifs français, ou de français juifs, comme on voudra dire, et je n'ai pas vécu ça. Ma grand-mère me racontait, elle a vécu l'affaire Dreyfus, elle n'a jamais eu honte, ils ont été engagés dans la résistance, même lorsqu'ils ont été communistes.
très assimilé, comme on dit, mais en même temps, il n'y avait pas c'est le cas d'ailleurs de Léon Blum, le Premier ministre. Il y avait une certaine fierté, Évidemment. presque. C'est la question que pose Joseph Salvador, de dire la fierté d'être juif, je veux vous faire gober ça. Pourquoi? Alors vous avez là vraiment à mon avis, deux familles d'esprit. Une famille qui est allée, c'est vrai, vers le thème de la régénération, de la paix grégoire, et là vous avez un certain nombre de juifs qui ont été dans l'idée qu'ils devaient s'améliorer eux-mêmes pour mériter d'être des citoyens français. Ça, c'est pas bon. Et puis vous en avez d'autres, dès la Révolution française, qui écrivent des apologies du judaïsme en disant les valeurs juives, dont celle de tolérance dont vous parliez, le juif n'est pas prosélyte, le juif accepte dans la synagogue l'étranger, le juif pense au lointain, le juif a un rapport à l'altérité, comme le dit très bien Lévinas, mais aussi à la justice sociale, les prophètes bien sûr, mais pas seulement les prophètes, c'est-à-dire cette idée du partage des terres, de la remise des dettes, et évidemment le refus aussi d'un pouvoir politique fort, les rois. Donc l'idée qu'il doit y avoir des formes de démocratie dans la cité. Tout ça sont des idées modernes qui sont reprises dès le XVIIe siècle dans la pensée moderne, la pensée partagée par tous les pays libéraux et démocratiques, mais qui viendraient de cette République des Hébreux. Donc il y a une fierté d'être juif parce que nous avons porté dans l'histoire des valeurs qui, au moment de la Révolution française, deviennent des valeurs de tous. Et cette génération de juifs, dont Joseph Salvatore, donc début du XIXe siècle, dit mais pourquoi on raserait les murs, puisqu'en fait ce sont d'une certaine façon les valeurs qu'on a portées dans la douleur, dans la souffrance, dans le ghetto, qui sont en train de devenir les valeurs de la modernité. C'est une affirmation très forte, et qui va d'ailleurs provoquer beaucoup de remous. Donc ça m'a beaucoup saisi quand j'ai lu ça. J'ai lu, parce qu'il y avait aussi, et je serai à Avignon, le rabbin d'Avignon qui avait publié à l'époque, en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, les propos des rabbins dans toutes les synagogues de France, qui marquent cette fierté et cet héritage-là en disant on a apporté une exigence de rationalité, une exigence de liberté, une exigence de tolérance, donc des valeurs modernes, et qui sont fiers d'appartenir à la République parce que la République leur fait une place, ce qui n'était pas le cas dans tous les pays, mais d'autre part parce que la République s'inspire de ces valeurs judaïques. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a une éducation de cette philosophie juive, selon vous? C'est aussi un petit clin d'œil que j'ai fait à certains de mes amis pour leur dire, par exemple, vous voyez, sur la question de la justice, vous parlez de la remise des dettes ou le partage des terres, on a l'impression que c'est une idée quasiment révolutionnaire, babouviste, on croirait qu'on est avec vraiment les ultras de la Révolution française, mais c'est une idée évidemment présente dans la Bible hébraïque. Et donc cette idée qu'il faut partager les terres, qu'il faut accueillir l'étranger, qu'il faut, ce judaïsme étant donné mes valeurs, mais moi je suis républicain, mais aussi tout le monde est socialiste, mais m'ont été enseignés par ma famille. Ma grand-mère travaillait avec ma grand-mère Blum travaillait avec un ministre du Front populaire. Donc pour moi ce sont des valeurs juives qu'il est toujours bon de rappeler, et de rappeler à tout le monde, y compris à nous-mêmes juifs. Alors je suis obligée évidemment de faire un pont sur l'actualité. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, comme on l'a rappelé. J'aimerais votre analyse sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans les écoles, avec 2 professeurs de l'école laïque assassinés au nom du terrorisme. Si vous étiez encore en poste, est-ce que vous feriez les choses différemment, et quelle est la solution pour éradiquer une telle violence? Je pense que c'est pas l'école est visée, mais l'école n'est pas responsable de cette affaire. Dans les 2 cas, il y a un problème aussi, si vous voulez, d'ordre public, et je le lisais d'ailleurs, je trouvais ça très juste, de nos services de renseignement. Dans le cas de malheureux Samuel Paty et plus récemment. L'école fait son travail de transmission des valeurs dans une société très violente. Elle n'est pas toujours très aidée. Les professeurs ne sont pas toujours épaulés comme ils le devraient. Donc il faut les épauler au maximum. Je crois qu'il y a une continuité depuis que j'ai fait la charte de la laïcité, remis l'enseignement moral et civique en France, une continuité depuis 2012 dans cette voie, même un approfondissement. Il y a eu les attentats de 2015. Najat Vallaud-Belkacem a amplifié les dispositifs, Blanquer les a amplifiés. Je vois que Gabriel Attal fait preuve sur certains sujets de fermeté. L'école fait son travail. Maintenant, il faut que l'environnement de l'école fasse aussi le sien. Vous voyez bien la montée des actes antisémites depuis quelques jours. Les pouvoirs publics sont réactifs, je l'espère, le seront toutes les semaines qui viennent. Mais enfin, c'est un sujet de préoccupation.
L'école doit être préservée justement de toutes ces violences qui sont à l'extérieur de l'école. Les professeurs doivent être aidés, la laïcité doit être pleinement respectée, à la fois dans les comportements, mais aussi dans les enseignements, vous voyez, puisqu'il y a des enseignements contestés aujourd'hui, et on doit être très ferme. J'ai une grande confiance dans les professeurs, je souhaiterais qu'on les aide toujours davantage. Alors justement, en parlant des professeurs, concernant le conflit qui oppose Israël et le Hamas, qui a commencé il y a 3 semaines, comment les professeurs en France peuvent et doivent expliquer ce conflit en classe, selon vous ? Je pense que dans l'immédiat, vous savez, quand l'histoire est chaude, bon, si des questions leur sont posées, ils doivent y répondre autant qu'ils le peuvent, avec sans blesser aucune conscience et en essayant d'être toujours au plus près des faits. C'est le rôle de l'école, hein, elle est rationnelle, elle est fondée sur des savoirs. Mais je pense vraiment qu'il faut éviter aujourd'hui d'importer ces sujets dans l'école. Ça, je pense que, si vous voulez, le grand enjeu qu'on a dans cette tragédie, nous ne mesurons pas l'impact historique. Je vois que tout le monde est désemparé, bien entendu, surtout la communauté juive, et cherche à comparer à des choses que nous avons connues. C'est incomparable. C'est incomparable parce que là, il y a un État, il y a une armée, c'est pas simplement des pogroms, c'est alors qu'Israël était devenu... Donc, nous vivons quelque chose d'absolument... Cette guerre et ces attentats terroristes sont à outrance. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'histoire du peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire pour les démocraties? Qu'est-ce que ça veut dire dans les temps qui viennent d'un point de vue géopolitique? Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Bon, on voit bien que beaucoup de gens sont blessés de part et d'autre. Je crois que notre responsabilité, mais ce que je trouve là aussi font très bien les responsables communautaires français, je dois dire que je n'ai pas de critiques à porter sur ce que font les pouvoirs publics en ce moment, c'est nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble dans le respect les uns des autres et nous ne devons pas importer en France des violences dont nous ne sortirons pas. Alors quand il y a des violents, il faut immédiatement les réprimander et les mettre hors d'état de nuire. Mais est-ce que finalement les professeurs qui sont confrontés parfois à des questions, à des opinions dans les classes, est-ce que ces professeurs sont formés pour répondre à ces questions difficiles ? Vous voyez bien que chacun d'entre nous, sur des sujets aussi brûlants, serait très embarrassé, parce que chacun d'entre nous voit aussi des choses avec son propre point de vue et son propre jugement. Le professeur doit s'en abstraire. Donc, à mon avis, il y a intérêt, même s'il y a des... Si ce sont des interpellations violentes, il faut y répondre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est facile à faire. Est-ce qu'il faut faire un cours spécifique aujourd'hui sur l'ensemble du problème, qui est très vaste quand même, hein, les origines de la Palestine? Bien sûr. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire qu'à l'école, on va faire des mathématiques, du français, du machin, on répondra à des gens. Si les gens ont des mauvais comportements, des comportements agressifs, parce qu'ils prennent parti dans un sens ou dans l'autre, il faut leur dire c'est pas le lieu de le faire, et les mettre hors d'état de le faire. Mais pour le reste, je crois que l'école doit cheminer sur sa ligne de crête. Et vous savez, ça vaut pour ce conflit, ça vaut pour tous les autres conflits. Évidemment, il y a énormément de conflits dans le monde, l'Ukraine, l'Arménie. Voilà. Et que le métier de journaliste est éminemment digne, et on voit les difficultés toujours de faire ça. Mais c'est pas le même métier, professeur. Le journaliste, il a cette difficulté de devoir traiter l'actualité. C'est très difficile parce que est-ce qu'on est bien informé, est-ce qu'on n'est pas baladé, etc. Il faut vérifier ses sources. Heureusement, le professeur, ce qui appartient au savoir, on a la distance du temps, vous comprenez? Et il faut la garder. Il faut expliquer qu'on ne peut pas encore juger les choses, on ne peut pas faire court sur un instant présent. On peut faire une actualité, on peut pas. Bon, alors après, s'il y a des questions, mais je dirais, c'est pas tellement les questions, c'est les interpellations. Il faut que tous ceux qui veulent apporter dans l'école le conflit, ça peut être des professeurs parfois, ça peut être des responsables, ça peut être des élèves, il faut leur dire non, pas du tout. C'est pas le moment. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. Et je souhaite vraiment, je vous le dis du fond du cœur, mais je souhaite vraiment, on voit bien, moi, la peur des uns, la peur dans la communauté, justifiée par trop d'actes. On voit bien ici crainte des musulmans dans notre pays. On voit bien des gens qui voudraient utiliser ce conflit pour des raisons politiques. Je souhaite vraiment, c'est un conflit de très haute intensité. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que tous les adultes responsables, quelle que soit leur confession, leur opinion politique, soient ensemble pour éviter que cela s'importe sur notre territoire et davantage encore dans nos écoles. Ça doit être hors de question. Il faut être
intransigeant là-dessus. Vous l'avez rappelé, les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Des mères juives ont peur d'amener leurs enfants à l'école, à sortir dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette communauté juive, notamment à Marseille, qui nous écoute aujourd'hui? Je dois leur dire que les pouvoirs publics, je le crois, je le souhaite, ça doit s'intensifier, doivent protéger tous ceux qui seraient attaqués en fonction de leur confession, en fonction de leurs opinions, et c'est le cas de la communauté juive. Bon, donc il faut être vigilant quand même, il faut faire attention, mais il ne faut pas avoir peur. La peur est mauvaise conseillère. Vous savez, dans ce genre de choses qu'on va faire à Avignon, j'en fais une autre Montpellier, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on doit arrêter de se montrer en public, de parler, de porter nos idées Non, non, on doit être présent, on doit se tenir droit, on doit ne pas craindre et surtout ne pas comment dirais-je, ne pas répondre à la crainte, vous voyez, ne pas plier devant la peur. Maintenant, il est tout à fait normal que les gens soient inquiets en ce moment et il est tout à fait souhaitable que les pouvoirs publics protègent les écoles, les synagogues, les lieux et parfois les individus lorsqu'ils sont menacés. Merci beaucoup Vincent Payon pour votre analyse et le temps accordé aux auditeurs de la Radio Juive de Marseille. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci à vous. Je rappelle que Vincent Payon sera l'invité d'honneur de cet événement organisé ce dimanche 12 novembre au Théâtre des Halles d'Avignon à 14h. L'entrée est de 10 € et l'inscription est possible auprès du théâtre directement au 04 32 76 24 51 ou en ligne sur théâtredeshalles.com. Merci à vous Vincent Payon et à dimanche. Je vous propose de revoir cette interview sur le site radiojm.fr, notre Facebook, notre Instagram ou notre application Radio JM à télécharger sur tous vos smartphones. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et à demain matin pour le Flash Info de 8h30.